17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et cette émission, Les Vraies Voix, tous les jours avec vous de 17h à 19h. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous avec Philippe David. Et bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus, quel bonheur de vous retrouver. Absolument, et de vous retrouver tous, bien entendu, autour de ce même numéro 0826 300 300 avec Aude qui est avec nous aujourd'hui. Et autour de cette table, Bérangère Dubus ce soir, dirigeante FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est le nom le plus long du monde. Sébastien Ménard, éditorialiste et président d'un groupe dans la food tech. Comment ça va Sébastien ? Bonsoir. Très très bien, chaudement mais très très bien. Ça se voit. Hein. Il est à moitié nu. C'est le plus petit talent autour de cette table. Vous m'avez pas encore Il y a écouté. des noms qui sont longs et des talents qui sont En courts. 3 ans et demi, vous ne m'avez jamais vu en t-shirt. C'est bien ce que je me disais. Jamais. La semaine prochaine, c'est torse-poil. Ouais, non, c'est dans 3 ans. C'est tous les 3 ans. Et notre auteur, écrivain, journaliste Éric Revel qui est avec nous, c'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Bonsoir ma chère Cécile, Bonsoir, bonsoir mon cher messieurs Eric. dames. La Macronie se dépouille. Se Regardez. délite. Regardez, il est en t-shirt maintenant, il est en t-shirt. Je comprends. Ça sent le sapin, comme on dit. Voilà. Et ce soir, vous retrouverez, c'est important de le dire, à 20h, vous allez retrouver Joseph Ruiz et son équipe pour cette émission spéciale consacrée au mondial de football du lundi au vendredi jusqu'au 19 juillet. Nos amis les tontons du football. Formidable émission. Du Formidable mondial. émission. Football. Voilà, exactement. Football. Et d'ailleurs, on parlera de cette émission dans quelques instants, puisque les garçons viendront nous raconter le sujet du jour de ce soir à partir de 20h. Allez, le grand débat du jour. Téhéran accepte donc de diluer son uranium. Washington consent à lever ses sanctions. Reçu en grande pompe à Versailles par la France, Trump a annoncé la signature d'un accord de paix avec le président iranien. Une page se tourne au Moyen-Orient, mais dans ce grand marchandage, l'allié israélien a été largement tenu à l'écart. Et on vous pose cette question. Accord de paix Iran-USA, Israël est-il le dindon de la farce ? Eh bien, vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, moi je dis oui, mais le dindon ne veut pas finir farci. Dindon de la farce, Éric Revel ? Si vous voulez, mais on peut aussi se dire dans l'autre sens que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pendant des semaines, c'est ce que disent certains opposants à Trump, a mené le président américain par le bout du nez. Bon. Sébastien Ménard ? Absolument pas d'un don de la farce. Netanyahou s'est joué quelque part du soutien américain pour pouvoir quelque part à la fois venger les victimes du 7 octobre, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on sait autour de cette table, même si on ne sera pas d'accord, qu'on peut considérer qu'il est allé bien loin, voire trop loin. Bérangère Dubus ? Non, je pense pas qu'Israël soit le dindon de la farce. Ils ont réussi à avoir des alliés qui les défendent. Ils ont montré aujourd'hui, il faut savoir aussi arrêter sans humilier personne. Tout à fait. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a de perdants ni de gagnants. Et puis la question du soir, l'Union européenne envisage désormais d'installer des centres de rétention pour migrants en dehors de ses frontières. Il s'agirait d'y accueillir, d'y trier et d'y examiner les demandes d'asile, mais loin du sol européen. Ses défenseurs y voient une réponse à la pression migratoire et ses détracteurs dénoncent une externalisation qui pose un vrai problème moral. Et on vous pose cette question. Des centres de rétention pour migrants hors de l'UE, est-ce que ça vous choque ? Eh bien, vous dites non à 89%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, moi ça ne me gêne absolument pas. Ne doivent venir ici que les personnes que nous souhaitons et qui le méritent. Et Bérangère Dubus ? Moi, ça fait des années que je suis pour ça, donc c'est une excellente nouvelle. Et Sébastien Ménard ? Moi, je vais étonner tout le monde. En bon centriste que je suis évidemment pour cette mesure. Allez, et Éric Revel ? Oui, puis il y a quand même cette loi qui est passée de Charles, j'appelle toujours Orwell, mais c'est Charles Rodwell, oui. Qui est intéressante quand même, qui va prolonger les séjours en CRA, en centre de rétention administrative, pour les OQTF les plus dangereux de 90 à 210 jours. Donc voilà, plus la signature du pacte asile européen qui inclut cette mesure. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, évidemment. Et tout de suite, à partir de 17h50, le bon Flavio. Ça devrait vous plaire, Éric Revel. Aujourd'hui, on va acheter des chaussettes sales. Écoutez. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur Le Bon Coin. Les chaussettes orphelines ? Oui, justement, là, je vois sur Le Bon Coin, sur l'annonce, les 3 chaussettes, elles sont dans un état un peu sale. Elles sont vendues, c'est quoi, elles sont vendues comme ça ou c'est... Ah oui. Plus c'est sale, mieux c'est. Il y a du monde qui en raffole. Voilà, il y a du monde qui en raffole. Ouh là là, on est bien. Allez. Ça sent les pieds. Ça sent le sapin surtout. 0826 300 300. David est avec nous. Bonsoir David.
Oui, bonsoir à vous. L'accord de paix Iran-USA, Israël est-il le dindon de la farce? Vous me dites oui, vous me dites non? Alors pour moi, je vous dis non catégoriquement, ni pour Israël, ni pour le Liban, ni pour le peuple iranien et ni pour les pays du Golfe. Eh bien très bien, on en parle dans un instant, soyez le bienvenu, on revient dans un instant, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, les amis Eric Revel, Sébastien Ménard, Bérengère Dubu et vous au 0826 300 avec cette question du jour, Philippe. Cette question du jour, accord Iran-USA, Israël est-il le dindon de la farce? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir, le 0826 300. Des commentaires, Jean-Michel nous dit ce n'est qu'un jeu de dupes. Jacques nous dit ça va durer 2 jours. Soyez les bienvenus. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Bravo. Cette nuit, le président américain qui a marqué de sa signature le protocole d'accord de paix avec l'Iran en plein dîner, sous les applaudissements qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron, et dans le même temps à plus de 4000 km de là, à Téhéran. C'est aussi ce qu'a fait Massoud Pezeshkian, le président iranien. Écoutez, on a le sentiment que cet accord est quand même très à l'avantage des Iraniens. Alors Trump, certes, obtient la réouverture du détroit d'Ormuz. Le passage des bateaux sera libre dans un premier temps, mais après 60 jours, il pourrait y avoir un système de péage. C'est la première concession majeure faite par les Américains. La deuxième concession, c'est la levée immédiate de toutes les sanctions sur le pétrole iranien. Téhéran va donc pouvoir vendre ses hydrocarbures en toute légalité et donc encaisser énormément d'argent. Les vraies voix Sud Radio. David est avec nous, 0826 300. Israël est-il le dindon de la farce, mon cher David? Oui, bonsoir. Donc selon moi, non, Israël n'est pas du tout le dindon de la farce. Et comme je l'ai dit précédemment, tous les pays frontaliers d'Israël sont des grands gagnants. Parce qu'en fait, depuis 1979 et la venue de Khomeini dans son pays, c'est une catastrophe au Moyen-Orient. Il y a eu la guerre partout, il y a eu du terrorisme partout. Il n'y avait pas de voie de sortie en fait. Et en fait, ce qui attendait le sort d'Israël, c'était de recevoir une bombe atomique de l'Iran. Vu que plusieurs présidents l'ont dit en direct. Donc c'était clair que ça devait venir. Mais grâce à cette guerre et aux frappes du 28 février, par exemple, tous les chefs extrémistes sont tombés d'un coup. Donc après ça, ils en sont pris aussi à leur armement. Beaucoup de leur armement est tombé. Ils ont détruit l'arme nucléaire qui leur restait. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai vu hier d'ailleurs sur LCI un journaliste iranien qui a montré des photos de Téhéran où on voit que pratiquement toutes les femmes à Téhéran aujourd'hui sont dévoilées, les cheveux au vent. Donc c'est quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire en fait les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer actuellement. Donc cet accord qui a été signé, c'est pas bien sûr un protocole de paix parce que on n'en est pas là encore. Mais simplement il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer en Iran et on verra les résultats avec le temps. Et moi je me dis que pour Israël déjà qu'il n'y a plus d'armes nucléaires au-dessus de sa tête, c'est une bénédiction. Donc on peut remercier Trump pour ça. Et on espère maintenant que la paix qui est en cours peut-être avec le Liban va venir. Et pourquoi pas même avec l'État palestinien, mais un État palestinien qui ne sera pas dirigé par des gens extrémistes d'Iran qui, eux, voulaient la destruction. Donc c'est clair que les gens qui étaient en Palestine, ils ne pouvaient pas être pour la paix. Et c'est pour ça que le Hamas a fait ce qu'il a fait le 7 octobre. Donc là, fait, je pense qu'il y a du positif à tous les niveaux. Mais il faudra du temps pour que ça se dévoile aux yeux de tout le monde. Alors, merci beaucoup, David. Et restez avec nous, Eric Revel, sur ce que dit David. Est-ce que finalement, on peut imaginer ou croire à une bonne chose? Non, moi, je vais être beaucoup moins optimiste. Quand vous regardez, d'ailleurs, l'excellent site... Grand Continent, que je vous conseille vraiment de lire, a fait une comparaison entre l'accord de paix signé sous Barack Obama, il y en a eu 2 en fait, 2013-2015, et l'accord de paix avec l'Iran signé par Trump hier soir à Versailles, sur lequel on reviendra. Mais en fait, les contraintes sont beaucoup moins importantes dans l'accord de paix avec Trump
que ces contraintes n'étaient du temps d'Obama. Donc je veux bien qu'on présente ça comme une grande victoire de Trump, mais sur les 400 kilos d'uranium enrichi qui sont la base d'une bombe atomique, on ne sait pas grand-chose. Sur le péage qui va sans doute être mis d'ici 60 jours dans le détroit d'Ormuz, je rappelle qu'avant tout cela était libre d'accès à l'aller et au retour. Il n'y a aucune notion, par exemple, sur les missiles de longue portée iraniens qui ont montré qu'ils pouvaient atteindre n'importe quel pays du Golfe, qui est mentionné dans ce traité de paix de Trump. Les proxys iraniens qui sèment la terreur au Moyen-Orient, le Hezbollah pour le Liban et le Hamas pour Gaza, vont continuer d'exister, donc je pense que au-delà du spectacle d'opérette auquel on a assisté hier au château de Versailles, je ne suis pas du tout certain, quand je regarde les spécialistes, que cet accord de paix de Trump soit une victoire. Et puis je rajoute quand même si certains sondages montrent que le régime des Mollahs a encore un soutien qui est pas négligeable en interne en Iran, le grand perdant, c'est quand même le peuple iranien, celui qui a été massacré, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Le régime des Mollahs, Trump nous avait expliqué qu'il tomberait, il est toujours là. Alors il nous explique que c'est pas les mêmes. Oui, mais enfin, vous savez, il y a rien de plus qui ressemble à un gardien de la révolution en Iran qu'un autre gardien de la révolution. Sébastien ou Bérangère? Moi, je pense, alors je veux pas par rapport à Eric Revel qui a une analyse géopolitique bien meilleure que la mienne, je resterai humble, mais ça dépend. Non, mais j'ai appris en histoire qu'humilier un pays ne marchait jamais. Donc je trouve que finalement, quand on dit que sous Obama, les contraintes étaient pire pour l'Iran, c'est vrai, mais ça n'a pas empêché la guerre d'arriver, ça n'a pas empêché l'Iran de se radicaliser. Donc si on a quelque chose qui permet, d'avoir fait comprendre à l'Iran que attaquer Israël n'était pas possible, qu'il y aurait les États-Unis, etc., qu'il y aurait une riposte, que derrière ils ont vu que quand ils étaient attaqués à l'extérieur, à l'intérieur ça bougeait, puisqu'aujourd'hui les femmes se libèrent, ils sont un petit peu affaiblis, que leur chef pouvait exploser avec des beepers n'importe où, au coin du monde, il y a qu'à eu un renversement de pression. Peut-être que ça va permettre un nouvel équilibre, je suis assez confiante et je sépare l'économie, mais quand on dit il y a moins de contraintes, juste c'est pas très grave. Je pense que l'Iran, le problème est humain pour les personnes qui vivent dedans et les risques extérieurs plutôt qu'économiques. Donc j'accepte l'économie. Sébastien. Moi, je vais parler d'économie parce que c'est mon sujet. Désolé, Monsieur Revel, parce que comme vous nous parlez de démocratie, de liberté et du macronisme déclinant. Oui, ça compte dans la vie, la démocratie et la liberté, Monsieur Ménard, ça compte. On va parler enfin, en tout cas, moi, d'un sujet qui me touche, puisque je fais partie de ces centaines de milliers d'entrepreneurs européens qui sont coincés, qui sont empêchés de travailler depuis la fin du mois de février. Si on prend des chiffres sérieux, c'est pas les miens, encore une fois, c'est les chiffres du FMI, etc. Vous avez 20 milliards de dollars, c'est le coût économique par jour. 20 milliards de dollars, le blocage du détroit d'Ormuz. Donc vous comptez, vous faites à peu près 4 mois, c'est 600 milliards de dollars par mois, donc c'est l'équivalent, monsieur Philippe David, vous aimez bien souvent parler de la dette. De la dette, c'est 2400 milliards de dollars qui n'ont pas pu être générés. Alors vous me direz, c'est un manque à gagner dans la grande démocratie mondiale que vous défendez, Monsieur Revel, c'est peut-être une sinécure, mais c'est des dizaines de milliers d'emplois en France et c'est des centaines de milliers d'emplois en Europe qui ont été empêchés, qui ont été menacés. Voilà, donc je suis parfaitement aligné sur ce que vous avez pu raconter, tant Bérangère qu'Éric. La démocratie, c'est bien, évidemment, le peuple iranien ne méritait pas d'être humilié encore plus en amont. J'ai envie de dire, ça suffit. C'est la paix. Et la paix, elle est à la fois bonne pour nos libertés individuelles, pour quelque part cette espèce de grande démocratie collective, mais c'est aussi bon quelque part pour que le monde puisse fonctionner. Alors, je vais reprendre une chose comme j'aime bien les chiffres. Allez-y. Le détroit d'Ormuz, c'est à 90% du pétrole qui y transite. Donc, le chiffre l'argent qui n'est pas passé par le détroit d'Ormuz a été produit par d'autres producteurs de pétrole, comme par l'Arabie Saoudite, en passant par la mer Rouge. Non, mais mes chiffres sont factuels. Non, mais c'est factuel. Mais vous ne pouvez pas les contester. Mais je les conteste pas. Mais il y a du transfert qui se fait. Ça, c'est le premier point. Moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne. Enfin, l'économie est à l'arrêt. Arrêtez de me dire qu'il y a des transferts qui se font. L'économie est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt. L'économie va pas bien, mais c'est pas uniquement à cause de cette guerre. L'économie ne va pas bien en France depuis des années. Oui, mais ça ne l'a pas aidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va pas aujourd'hui quelque part ne pas se satisfaire de ce qui se passe. Alors moi, ce qui me pose question, rappelez-vous la guerre des 12 jours. Trump avait déclenché une guerre de 12 jours. Elle a commencé, on ne savait pas pourquoi. Elle s'est terminée en 12 jours, on ne savait pas, au bout de 12 jours, on ne savait pas pourquoi, parce qu'il était erratique. Là, moi je pense qu'Israël est vraiment le dindon de la farce, et ça nous prouve quand même une chose. Trump ne pense, mais
quelque part, il a raison, qu'aux intérêts des États-Unis. Donc il se fout complètement de ses alliés, y compris des alliés hyper privilégiés comme Israël ou comme les Européens, les membres de l'OTAN. Il s'en tape royalement, il défend les intérêts américains. Il y a une chose qui me gêne, c'est qu'il y a quand même un très grand vainqueur qu'on oublie dans ce domaine. C'est le régime iranien. Le régime iranien qui persécute les femmes, qui pend les homosexuels, qui tire à balles de guerre sur les opposants qui manifestent. Et ce régime-là, il a gagné des décennies d'espérance de vie supplémentaire. Et ça, pour moi... on ne sait pas ça. Bah, mais excusez-moi, parce qu'il est renforcé. Vous ne lisez pas dans les boules de cristal ni le mar de café. Non. Moi, je voudrais juste revenir sur un point. Si on reconnaissait la souveraineté de l'Iran et son comment s'appelle sa légitimité territoriale, ça veut dire que Washington, de fait, va freiner Israël. On est d'accord? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que c'est parce que quelque part on fait la paix avec l'Iran qu'on freine Israël. Je pense qu'Israël a obtenu la paix. Si vous reconnaissez la souveraineté d'un pays, vous pouvez pas. La paix, après, c'est la réciproque qui est intéressante. La problématique, c'est la souveraineté, la légitimité de l'État d'Israël est partiellement ou marginalement reconnue par ses voisins. C'est ça le vrai problème. Moi, j'ai pas de problème pour reconnaître la légitimité du territoire, d'une culture séculaire qu'est l'Iran, la Grande Perse, etc. J'ai pas de problème avec ça. Ouais, là, vous dérivez sur le sujet. Mon cher Sébastien Ménard, vous êtes occupé à autre chose. On voit que vous n'avez pas bien suivi les négociations de ces derniers jours. J'ai écouté jusqu'à 2h du matin. Non, Israël a été tenu complètement à l'écart de l'accord de paix entre, enfin, appelez ça un accord de paix si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure, entre l'Iran et les États-Unis, complètement à l'écart. Mais vous pensez pourquoi? Parce que je pense que l'Israël aurait été un élément bloquant de la paix souhaitée par Trump. Ne dites pas qu'Israël, ils sont contents et que tout va bien. Ils ont été tenus à l'écart. Ils ont été tenus à l'écart. D'ailleurs, je ne sais pas si Netanyahou respectera cet accord de paix et continuera pas à pourchasser, ce qui me paraît légitime, le Hezbollah au Liban. Sauf que sans la réassurance et la puissance américaine, il pourra pas le faire. Oui, mais si vous voulez, le problème, il est quand même majeur. Et puis, David, qui est peut-être toujours au téléphone, nous parlait de son assurance que il y aurait plus de menaces nucléaires pour Israël. Écoutez, je vous trouve très, très optimiste. En réalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Cet accord de paix qui a été signé hier, d'ailleurs à la surprise générale, encore une fois, il est sans doute moins contraignant d'après les spécialistes que ce qui a été signé par Obama, mais surtout, en fait, c'est la période qui s'ouvre maintenant. Il y a 60 jours pour affiner les conditions, parce que rien n'est clair sur le traité. Tout est encore à négocier. Bon, fallait y aller. On vous attendait. Non, mais c'est pas qu'il fallait y aller. C'est pas qu'il fallait y aller. C'est que je parlerai des deux rois nus tout à l'heure qui étaient au château de Versailles. Je pas Louis XIV qui veut. Bien sûr. Et juste un petit mot sur le soutien des Iraniens au groupe armé. Ça, c'est pas non plus dans l'accord. Donc c'était aussi au début, je rappelle quand même, l'un des points importants. Le Hezbollah, il est aussi en particulier. Voilà. Et on a 10 secondes. Non, juste pour dire que Trump est assez versatile pour revenir sur les accords qu'il signe. Donc c'est pas parce qu'un accord est signé aujourd'hui qu'en plus dans 15 jours il n'y aura pas un changement. Donc il faut, voilà, je suis juste prudente là-dessus. Ça c'est certain. Ce qui en dit long sur la psyché du président des États-Unis. Profitons, comme on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, accueillons-la avec bienveillance et enthousiasme. Le message, c'est qu'au Yémen, ils s'emballent les Houthis. Oui, voilà. Pas mal. On termine sur une blague. Merci Philippe. C'est bien. Non, il l'a pas mis, donc c'est qu'il l'a trouvé très bonne, Maxime. Non, c'est qu'on a perdu le réalisateur. J'ai pas été assez réactif. Il regarde un match de foot. Merci en tout cas, David, d'avoir partagé avec nous ces quelques idées. Bien entendu, dans un instant, les seuls contre tous. Éric Revel, vous dites que le nouveau traité de Versailles est de la poudre aux yeux pour Trump et Macron. Et Bérangère Dubu, le casier judiciaire de toute personne condamnée pour violence doit être accessible au public. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe David, Cécile de Ménibus, mais pas que, les amis, bien entendu. On est toujours très bien entourés. Éric Revel est avec nous, journaliste, écrivain, auteur de ce livre. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Il s'agit des fiascos accumulés par le président Macron. Donc c'est un best-seller. Le tout en musique. C'est une encyclopédie. Le tout en musique. Et c'est vrai que j'aurais pu faire un deuxième tome, mais bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Il n'a pas le temps. Il y a encore un an. Ouais. Non, mais comme il passe sa vie à commenter mal l'actualité, forcément il a plus de temps. Non, il la commande bien. Arrêtez, Philippe David, arrêtez. Sinon, il serait pas là. Exactement. Voilà. Si, Sébastien Ménard est là. Ça s'appelle le coup de pied. Merci. Ça s'appelle un aller-retour surtout.
Et donc l'alerte-retour, il est là. Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste et patron dans la food tech, et Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Et tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et avec vous, mon cher Éric Revel, le nouveau traité de Versailles est de la poudre aux yeux pour Trump et Macron. Bah oui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Que Macron reçoive Trump à Versailles, je trouve que c'est bon pour l'image de la France. C'est pas le sujet, très bien. On a pu faire des critiques, mais moi c'est pas ces critiques-là qui m'intéressent. C'est que vous savez, il y a deux choses qui sont intemporelles et qui ont passé les siècles. C'est la formule du pain et des jeux. Vous voyez, du pain et des jeux. D'ailleurs, les jeux, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de foot. Pour occuper un peuple qui a de plus en plus de mal à manger du pain, vous lui mettez des jeux. Et puis, il y a autre chose, il y a voir briller ces chefs d'État ou ces rois. Le spectacle auquel on a assisté hier entre Emmanuel Macron et Donald Trump rentre dans la deuxième catégorie. Parce qu'en réalité, au-delà du fait que je peux critiquer sur le fond, et les experts le font, que ce traité avec l'Iran, c'est quand même pas une victoire pour Donald Trump et les États-Unis. La vérité, c'est que le régime des mollahs est renforcé en Iran. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, avec des contraintes qui sont plus légères. Mais derrière tout cela, en fait, on amuse les Français avec des hochets, comme si c'était des gamins. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les vrais sujets, c'est pas cela. Oui, bien sûr, trouver une paix en Iran, c'est important. Parce que, monsieur Ménard, il y a des milliers de personnes qui sont mortes, au-delà des problèmes économiques et financiers que ça pose à votre entreprise. Mais les vrais sujets, ils sont pas là. Les vrais sujets qui n'ont pas été tranchés, c'est par exemple l'accès à l'IA américaine, avec Anthropic qui a fermé aux étrangers le développement de Mythos 5 et de Fable 5. Je ne parle pas égyptien ni russe en disant ça. Ça, ce sont des enjeux pour demain. La taxe sur les GAFAM que Macron, à mon avis, a raison de maintenir, mais que Trump veut contrecarrer en imposant 100% de taxes à nos vins et à nos spiritueux. Ils en ont pas discuté, donc en fait on amuse les Français avec des hochets sous les ors de Versailles, comme a dit d'ailleurs Trump. Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd. Ça, c'est à la Trump. Mais pour le reste, les vrais sujets de fond qui n'intéressent malheureusement pas les gens tous les jours, ils n'ont pas été tranchés. Et puis, comme vous l'avez dit, Cécile, je termine là-dessus. Il faut se méfier des traités de Versailles. Il faut se méfier des traités de Versailles. Le premier, on a discuté tout à l'heure avec Philippe David, mais le deuxième, traité préliminaire de paix 1871. La façon dont on a humilié l'Allemagne en signant après 1919. La Première Guerre mondiale le traité possédait en ses germes toute la montée au pouvoir d'Adolf Hitler. Donc le fait de dire on a signé à la surprise générale à Versailles un traité de Versailles pour la guerre en Iran, mais arrêtez, messieurs les puissants de ce monde, d'amuser les Français avec des hochets. Bravo Éric Revel, j'ai rien à ajouter. Si, vous êtes censé être contre. Mais non, mais je suis censé être contre. Parce que Ménard, il réfléchit pendant ce temps-là. Laissez-lui un peu de temps. Je ne vais pas être contre. Ce que vous dites est très vrai. Je suis juste surprise que Macron, tout le monde soit fier de parler du traité de Versailles, qu'on sait la connotation historique qu'a le traité de Versailles. Le traité de Versailles, ce serait comme se féliciter des accords de Munich, je sais pas. Le traité de Versailles, c'est quand même ce qui a préparé la guerre après, je suis d'accord avec vous. Donc c'est surprenant. Effectivement, Emmanuel Macron est très narcissique, Trump aussi. On fait ça sous les ors, etc. On parade beaucoup. Mais je préférerais, moi, qu'Emmanuel Macron s'occupe de ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, même pas dans le monde, mais dans le France. Les violences sexuelles sur les enfants, j'en parlerai après. L'affaire Liena, ce qui préoccupe les Français. Je crois que c'est ça. Et que comme il ne peut pas, au national et au local... L'essence dans l'absolu, parce que découlera aussi forcément le prix de l'essence. C'est un rapport aussi, c'est un intérêt. Et ça a déjà bien baissé, 88 ce matin à côté de chez moi. Donc on ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas totalement. Non, mais je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui a permis ça. Voilà, non, mais c'est vrai qu'il a prêté la salle. Voilà, on va dire que c'est un super traiteur, il a prêté la salle. Puis attendez, je rajoute. Allez-y, rajoutez, parce que l'idée, vous voyez, en fait, tout ça, c'est une comédie, mais incroyable. L'idée que puisque ça signe en France, cet accord qui n'en est pas un, puisque dans les 60 jours prochains, on verra ce qu'il est devenu. Mais l'idée que la France, diplomatiquement, en plus, grâce à Emmanuel Macron, est pesé dans l'accord entre l'Iran et les États-Unis, mais c'est juste une fable qu'on raconte. Il est préférable comme vous de commenter, bien sûr. C'est juste une fable qu'on raconte aux Français, en fait. S'il vous plaît, on a le droit de répondre parce que cette litanie commence à être longue, laborieuse et pardonnez-moi, un peu ridicule. On a aujourd'hui, vous nous parlez de Palantir, vous nous parlez de tout ça, je suis pas franchement certain que ça intéresse les Français, ça intéresse probablement les chroniqueurs un peu branchés, mais ça n'intéresse
n'intéresse pas nos auditeurs. Nos auditeurs, ce qui leur intéresse, c'est peut-être le pouvoir d'achat. Mais laissez-moi terminer. Ce que c'est que Palantir, on n'a pas parlé. Mais vous êtes là en train de citer. Il a fallu 10 ans pour qu'on trouve une société française qui sort Palantir, groupe américain, de la DGSI. Je vais aller au bout. Effectivement, ce qui intéresse peut-être les Français, c'est de protéger leurs données personnelles, et c'est la guerre que conduit Emmanuel Macron depuis plus de 9 ans contre Google. C'est eût été mon métier, en tout cas, au début de son quinquennat. C'est un métier, c'est pas le vôtre. Vous avez été efficace. Hein. Oui, en tout cas, ça marche, en tout cas, mieux que ce que d'autres ont fait avant nous. Premier élément. Deuxième élément, le fait que ça se déroule à Versailles après le G7, j'ai envie de dire, je préfère que ça se déroule à Versailles, en France, plutôt qu'à Berlin ou ailleurs. Évidemment que c'est pas une victoire pour Trump, mais c'est une victoire pour la France, et c'est une victoire pour Macron. Le narcissique, je suis plutôt d'accord. Ça m'embête de dire ça, Bérangère, mais évidemment, hier soir, on a fait languir et patienter les journalistes jusqu'à 1h57 du matin. Trump est arrivé, on a quasi fait sortir Trump au moment où il remontait dans sa voiture pour qu'il dise « It's sign ». Bon, évidemment, tout ça, c'est pas de la comédie, on est dans de la mise en scène, on est dans de la communication politique. Mais bordel, on peut quand même se satisfaire qu'il y ait un accord de paix qui ait été signé. Il a été signé électroniquement par Trump et il a été signé électroniquement par l'Iran. Certes, ils ont du temps, il y a des clauses, il y a des machins, etc. Mais on peut quand même se satisfaire que, enfin, il y ait un traité de paix, que le prix de l'essence baisse, monsieur Philippe David, vous l'avez dit. Mais, non, mais moi je veux bien, très bien, le prix de l'essence qui baisse très bien que ça, mais vous savez, moi j'ai pensé, alors, on a fait de l'histoire avec le traité de Versailles, permettez-moi de vous dire, comme il reste que 30 secondes, je vais être rapide, je vais vous dire ce qu'a dit Daladier au retour des accords de Munich dans l'avion. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Vous permettez que je termine, il me reste 20 secondes. Il est attendu en héros à l'aéroport du Bourget. Les gens applaudissent à tout rompre et il dit les cons s'ils savaient ce qu'ils applaudissent. Là, ils ont applaudi le maintien du régime tyrannique iranien et je peux vous dire que le nucléaire iranien, ils ne lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Là, c'est moi qui applaudis. Allez. Le temps est terminé. Bérangère Dubu, vous dites que le casier judiciaire de toute personne condamnée pour violence doit être accessible au public. Tout à fait. L'affaire Liana qui arrive après Philippines, Capucine, Lola, tous les enfants tués qui disparaissent, etc. Généralement, ces prédateurs ne sont jamais à leur coup d'essai. La statistique à peu près des études officielles mondiales est que 25% des agresseurs sexuels récidivent dans tous les cas. Donc, si je vous dis, Cécile, que dans mes 4 bonbons que je vous donne, il y en a 1 sur 4 qui est au cyanure, je suis pas sûre que vous le prenez. Eh ben, c'est le problème quand vous embauchez quelqu'un sans savoir son passé, c'est le bonbon au cyanure. Donc, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, quelqu'un va sur Papers, il tape mon nom, mon prénom, il a mon adresse, mes associés, mon adresse personnelle, professionnelle, mes statuts, il a tous mes documents sur ma vie entière, même mon état civil, etc. dans la SCI familiale. Et pourquoi quelqu'un qui a été condamné pour violence ne le serait pas? Donc je pense qu'il faut que le gouvernement, c'est très simple à faire. C'est comme quand on demande son état civil. Pour demander son état civil, vous vous connectez sur France Connect, vous demandez l'état civil de la personne et vous dites pourquoi. Pour vous marier, parce que c'est votre père qui est décédé, un cousin, et quelqu'un valide. On doit se connecter sur France Connect et demander aujourd'hui le casier des personnes qui ont été condamnées pour violence de manière très simple et qu'on recevra. Et c'est pas que dans la petite enfance, parce que moi, quand je recrute en tant que chef d'entreprise un homme, finalement, j'ai des salariés femmes, j'ai des stagiaires de 4e, j'ai des petites gamines, j'ai mes enfants qui vont au bureau, je ne veux pas. Donc aujourd'hui, si le gouvernement prouve qu'il veut vraiment faire quelque chose de symbolique, c'est ça. Et puis, si vous êtes dans ce fichier, on vous demandera pourquoi, et puis vous direz, oui, violence, j'ai mis une tarte à quelqu'un qui m'a mal parlé, très bien, c'est pas très grave, ou oui, j'ai violé des enfants. À un moment donné, les États-Unis le font aujourd'hui. Chaque voisin peut consulter. Moi, par exemple, imaginons demain, quand vous vous mariez, Cécile, vous ne savez pas si votre conjoint a déjà tué sa première épouse. Il y a une femme qui est morte, tuée par son conjoint, c'est un féminicide. Il a tué sa première épouse, il a pris 10 ans. Il a rencontré une femme, il lui avait dit qu'il était allé en prison pour une bagarre dans un bar, et il l'a tué derrière. Comment, quand vous mariez, moi je me suis mariée aujourd'hui, il y a 21 ans aujourd'hui, je crois, 21 ans de mariage, merci. On m'avait demandé de faire 3 prises de sang, une pour la rubéole, je crois, la syphilis et le HIV, c'était obligatoire en 2005. Ça serait obligatoire pour moi de donner son casier sur les violences à son conjoint. Donc on le fait quand on se marie, on le fait quand on recrute quelqu'un et chaque Français doit avoir accès. Je prends demain une colocation avec quelqu'un, j'aimerais savoir si mon colocataire n'est pas un psychopathe qui va me découper. Ça fait consensus dans la population, qu'est-ce qu'on attend? Mais alors, excusez-moi, alors là je vais pas être d'accord avec vous, il n'y a pas de raison que ce soit public. Vous voulez demander votre conjoint, vous dites, demande ton extrait de casier judiciaire, il va sur Internet, en 30 secondes, en 3 minutes, il l'a. Il faut que ce soit une obligation.
Attendez, vous lui dites, tu veux m'épouser, donne-moi ton extrait de casier judiciaire. Mais il n'y a pas de raison que ça tourne. Mais voilà, moi c'est vous lui demandez. Mais les femmes, vous c'est savez un très seul bien. contre tous, donc on va pas vous laisser toute seule. Non, mais vous savez très bien que dans un sur le fond est bonne. J'ignore totalement. Est-ce que si vous êtes un employé, vous pouvez demander à la personne que vous recrutez son casier judiciaire? Est-ce que vous êtes dans le droit de faire ça? Pour certaines professions, bien sûr. La sécurité, par exemple, c'est obligatoire. Bien sûr. Mais vous prenez un comptable, vous n'avez pas le droit, je crois. Mon métier exige que mes salariés n'aient pas de casier, sauf que l'extrait de casier qu'on me demande ne met que les condamnations les plus graves. Donc, il n'y a pas forcément les atteintes sexuelles, les agressions sexuelles et les violences. Et il faut savoir que quand des hommes sont condamnés, les tribunaux parfois demandent que ce ne soit pas inscrit au casier judiciaire pour ne pas compromettre leur emploi ou leur naturalisation. Donc, c'est pas toujours inscrit. Moi, je suis désolé, Bérangère, mais là, c'est pas seul contre tous. Là, c'est tous pour vous. Et, non, moi, j'étais pas d'accord. Mais la démonstration qu'elle fait, elle est majeure. Enfin, quand vous parlez de Papers, quand vous parlez de tout ça, etc., c'est purement scandaleux que j'ai envie de dire que la vie privée de centaines, de millions de chefs d'entreprise en France soit laissée en pâture sur les réseaux sociaux. On peut même pas d'ailleurs cocher une petite case pour ne pas apparaître, etc. C'est-à-dire que tout ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire des gens qui contribuent à créer de la valeur, de la richesse, sont exhibés et sont aussi quelque part aujourd'hui. Regardez ce qui se passe avec les enlèvements, avec les carjacking, etc., les homejacking à travers la crypto. Tout le monde pense que les chefs d'entreprise ont de la crypto. Donc aujourd'hui, on est tous des proies. Ça, c'est en libre accès. Et par contre, tous les salopards qui devraient être quelque part mis hors d'état de nuire, finalement, ils passent crème. Voilà, donc bravo Bérangère. Merci. Alors, moi, j'ai le même problème que Philippe David. Autant je trouverais ça complètement naturel que un employeur, une administration ait accès à l'ensemble des données judiciaires qui concernent la personne que vous voulez recruter, Bérangère. Autant mettre ça dans le domaine public, c'est-à-dire accessible à n'importe qui, à votre voisin. Vous pouvez avoir commis une faute grave, avoir purgé une peine de prison, par exemple, et être ensuite libéré et être redevenu un citoyen normal puisque vous avez payé votre dette à la société en ayant fait une peine de prison. Le fait que publiquement votre voisin puisse savoir il y a aussi des violeurs d'enfants qui ont payé leur dette à la société. Que vous avez commis une faute grave, ça me semble pas sain. C'est une fracture de plus, me semble-t-il, qui s'ajouterait à la société française qui n'en manque pas de fracture. Je vais vous donner un exemple très clair. J'ai un proche, quelqu'un que je connais, qui a appris que le voisin qui avait acheté à côté de chez lui, c'est quelqu'un j'ai écouté le podcast, j'aime beaucoup les podcasts de crime, qui a été condamné pour avoir tué une femme et un enfant. Il y a des années, d'accord, il a tué, démembré une femme et un enfant. Il a fait sa peine de prison 20 ans et donc il aménage à côté. Voilà, il a appris, moi quand je vais chez lui, pour le coup, quand je vais chez lui, j'ai un peu peur que mon fils jette un ballon dans sa baie vitrée. Cette personne-là, c'est mon voisin demain. Mais vous devriez pas, il a payé sa dette. C'est ça, je peux laisser mes enfants y aller. 20 ans pour avoir tué et démembré un enfant et une femme, c'est une folie. Il est sorti, on en a des milliers en liberté. Ça, c'est autre chose. Mais comme on les relâche, comme on les relâche. Après, je dis pas accessible à tout le monde de manière anarchique. Vous avez dit au public, c'est oui, avec France Connect, et il y a un historique de vos connexions. Et si demain, on saura que vous êtes connectés. Mais ça se fait pour tout, moi je suis pour. Allez, ministre de la Justice. Merci, et voilà. Merci les amis, vous pouvez réécouter bien entendu tout ça sur notre chaîne YouTube. Dans un instant, l'info en plus, comment le Maroc est arrivé à déradicaliser les islamistes. Alexandre Négrus sera avec nous dans quelques instants, le président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. À tout de suite. Bravo. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Aujourd'hui, Sébastien Ménard, Éric Revel et avec Philippe David, on est très heureux de vous accueillir avec Aude au 0826 300 jusqu'à 19h. Et tout de suite, les amis, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et comment le Maroc est arrivé à déradicaliser les islamistes. Alexandre Négrus est avec nous, président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors les autorités considèrent que la radicalisation est un processus, donc qu'elle peut être donc inversée. Comment, alors c'est intéressant de voir comment le Maroc aujourd'hui a travaillé sur ce sujet et comment vous avez travaillé, enfin comment tout ça est arrivé. Si vous voulez, on observe depuis plusieurs années une vraie recomposition religieuse en Afrique de l'Ouest.
des pays comme le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso avaient une tradition islamique très ancienne, plutôt soufie, plutôt tolérante, et on voit cette tradition reculer face à des influences beaucoup plus radicales, souvent financées depuis le Golfe. Et au milieu de ça, le Maroc a une position particulière. Il a une légitimité religieuse historique qui lui permet de proposer une alternative crédible, et on a voulu comprendre comment ce modèle fonctionne concrètement, pas seulement dans le discours, évidemment, et le moment nous a paru particulièrement pertinent pour le documenter. Alors le programme Moussala, qui veut dire réconciliation, qui a été lancé en 2017, repose sur quoi exactement ? En fait, il articule, si vous voulez, 3 axes simultanément. Il y a un travail psychologique, il y a une révision doctrinale par des oulémas formés et une réinsertion économique. Et tout cela s'insère dans une philosophie, une véritable philosophie qui traite l'individu radicalisé comme une personne à accompagner plutôt que comme une simple menace à neutraliser. Et la dimension doctrinale, c'est ce qui distingue fondamentalement ce programme d'autres programmes de déradicalisation européens. Le pourcentage de réussite aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a, si vous voulez, les chiffres restent des chiffres officiels communiqués par les autorités marocaines, puisqu'officiellement, depuis 2017, il n'y a pas eu de cas de récidive. Cela dit, dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée, nous nous sommes entretenus avec beaucoup d'autorités, des services de sécurité marocains, mais aussi d'autres États, qui ont confirmé l'efficacité de ce programme et que le taux de réussite, il est extrêmement important, ce qui est d'ailleurs aussi documenté par l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qui distingue finalement de ce que a mis en place le Maroc des autres pays, de la France par exemple ? En fait, oui, c'est vraiment une question de légitimité, avant tout. Le roi Mohamed VI, il porte un titre que très peu de chefs d'État dans le monde musulman peuvent revendiquer dans les mêmes conditions. Il est le commandeur des croyants. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement le chef de l'État. Il est reconnu comme l'autorité religieuse suprême du pays, avec une légitimité qui remonte à plusieurs siècles. Donc concrètement, ça lui permet de trancher des questions religieuses, de réguler ce que les imams peuvent dire dans les mosquées, sans que ce soit perçu comme une ingérence politique. Un président dans une république, comme en France, ne peut pas faire ça de la même façon, parce qu'il n'a pas cette légitimité religieuse propre. Et le royaume forme des imams, je crois aussi, hein. Oui, tout à fait, il forme des imams. Il y a l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams. Bérangère Dubu. On a plein de leçons à apprendre du Maroc depuis des années, que ce soit leur niveau en mathématiques qui est remonté, que ce soit leur manière de déradicaliser. Et j'avais l'impression, moi je suis catholique, et j'avais l'impression que nous les catholiques, on a la chance, ou pas, d'avoir le pape. C'est-à-dire que les catholiques, on sait ce qui est traditionnel, ce qui est progressiste et ce qui est d'extrême tradition, donc ce qui est extrémiste, à droite comme à gauche. Et j'ai l'impression que les musulmans, sans avoir une seule entité qui peut donner ce cadre, c'est compliqué. Et effectivement, en tant que commandeur des croyants, Mohamed VI arrive tout à fait à faire ce que fait notre pape, à dire que tu peux être progressiste et taper dans les mains dans l'église, mais qu'en revanche, quand tu dépasses une borne, tu n'es plus catholique. Tu peux aller dans ta messe en latin tradit, mais si tu vas avec des évêques qui sont en dehors de l'église, tu ne seras plus tradit, mais tu seras en dehors. Et je trouve ça très chouette. Et le Maroc est en train vraiment, que ce soit dans le sport, ce qu'ils ont mis dans le foot, que ce soit dans les mathématiques, et maintenant dans la religion, ils sont en train de nous donner des leçons sur faire une société, reconstruire une société intelligente. Très court, Sébastien Manon. Non, mais le Maroc avait été traumatisé, le tourisme au Maroc avait été traumatisé en 2018 avec la découverte de 2 touristes scandinaves décapités par l'État islamique. Oui. Donc à partir de là, quand on sait ce que représente le tourisme derrière juste l'agriculture au Maroc, Sa Majesté ne devait que réagir de manière très vigoureuse et trouver tous les leviers possibles pour déradicaliser. En tout cas, visiblement, ça fonctionne bien. Merci beaucoup Alexandre Négrus d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Allez tout de suite, les amis, on change de sphère et tout de suite le stop aux arnaques. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Faut me faire chier longtemps, on va appeler quelqu'un d'autre, ça me fait pas chier à moi. Et donc nous aussi on fait un peu de ménage devant notre porte, hein. Mon cher Flavio, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, très bien, et vous ? Ça va. Vous avez encore scruté, bien entendu, les petites annonces. Et vous avez trouvé quand même un élément assez, comment dire, différenciant, si je puis m'exprimer comme ça.
C'est vrai que d'habitude on a plus affaire à des voitures. Là pour le coup on a des chaussettes dans un état un peu particulier. S'il y en a qui ont des plaisirs qui sont un peu différents, là ils sont servis quoi. Bon, on écoute. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce sur Le Bon Coin. Les chaussettes orphelines? Oui, c'est ça, à 15 €, ouais. Vous êtes intéressé? Oui, je vois sur Le Bon Coin sur l'annonce, les 3 chaussettes, elles sont dans un état un peu sale. Elles sont vendues, c'est quoi, elles sont vendues comme ça ou c'est... Ah oui. Plus c'est sale, mieux c'est. Il y a du monde qui en raffole. Comment ça, plus c'est sale, mieux c'est. Mais ils sont lavés, les chaussettes avant, elles sont lavées ou c'est... Ou l'odeur? Pas du tout. Elles sont sales, là. Comme sur la photo. Ok, elles n'ont pas été lavées par rapport à l'odeur et tout, quoi, au-delà de la couleur. Non, c'est une nouvelle tendance. Non, c'est une nouvelle tendance. Là, il y a les chaussettes. Je vais pas tarder à mettre des caleçons également, si jamais vous êtes intéressé. Des caleçons sales? Oui. Enfin, sales. Ça dépend pour qui. Je pense que je vais passer mon tour, je pense. Hein. C'est juste pour me renseigner. Vous êtes sûr? Ouais. Vous pouvez venir voir, hein, je peux vous montrer les modèles. Non, on veut pas voir les modèles, ça nous intéresse pas du tout. Flavio, vous êtes pas joueur, hein, je vous le dis, vous êtes pas joueur du tout. J'aurais dû peut-être, il y avait pour le coup une bonne affaire, ou je sais pas. Enfin, je sais pas si, en tout cas, ils étaient pas à votre taille, les casseurs. Il y a une chose regrettable, c'est qu'il n'y ait pas de simulateur d'odeur par Internet. Ça permettrait d'avoir une idée un peu plus pointue. Parce que là, elles étaient vraiment très sales. Ah bah, elles sont très sales, oui. Elles sont très sales. Oui. Et puis en fait, en plus, il y en a que 3. Donc voilà, à moins d'avoir des... Je me dis qu'il y a quand même certains qui ont des tripes un peu originaux. Oui, et je me dis que je connais probablement d'une banalité tous ici, mais après, alors... le pseudo du vendeur sur Le Bon Coin, c'était Philippe DVD, je crois, un truc comme ça. Oui, ça veut dire Digital Versatile Disc, c'est un collectionneur de DVD. Oui, mais s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Hein, donc, donc ça s'appelle le fétichisme. Sébastien Ménard connaît ce sujet. Alors lui, c'est pas des chaussettes et des sous-vêtements. Non, c'est des anciens petits drapeaux avec marqué Macron président, qu'il achète en série, lui. Hein, et alors, si vous voyez ça comme annonce sur votre site préféré, Flavio, oui. N'hésitez pas, c'est sans doute Sébastien Ménard. Hein. Et Flavio vous fera pas l'offense de voir toutes celles et tous ceux qui revendent ces Mozart qu'on assassine. Ça veut dire qu'ils l'ont acheté. Ça veut dire qu'ils l'ont acheté. Vous avez raison, il y a des reventes. Mais quand ils le revendent à €, c'est pas bon signe. Et si demain le serial entrepreneur qui est Sébastien Ménard ouvre un club un peu hollywoodien, il l'appellera l'un dans l'autre en même temps. C'est ça. Ils ont ça tacle ce soir. Merci beaucoup, Flavio. Hein, Flavio? Je vous en prie. Et on vous retrouve lundi. Et vivement lundi, oui. Allez, vivement lundi. Merci beaucoup, Damo. Dans un instant, le journal La Météo et juste derrière, le coup de gueule de Philippe David. J'en ai marre que pour dédouaner leurs amis politiques, certains soient prêts à raconter n'importe quoi. Allez, ce sera dans quelques instants. Vivement le coup de gueule de Philippe David. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de vous accueillir jusqu'à 19h régulièrement avec Aude au 0826 300 300 avec Philippe David, bien entendu, Bérangère Dubu aujourd'hui avec Sébastien Ménard, Eric Revel et puis à partir de 20h les tontons du mondial avec Joseph Ruiz. Ça va, Joseph? Bonjour Cécile, ça va très bien. Bonjour à tous. Alors on est très content de cette émission. 3 jours déjà jusqu'au 19 juillet du lundi au vendredi avec un sommaire à chaque fois et des participants en tout cas bien, comme on dit, complet sur le football. On va dire, charpenté, expérimenté. Oui. Exactement, et pas mal de sujets ce soir. Alors ce soir, on va revenir un petit peu sur nos Bleus, forcément, parce que en ce moment, ils sont en train de préparer leur match contre l'Irak, et on va revenir un peu sur ce match contre le Sénégal qui a été gagné 3-1. Mais pour autant, avec la prestation qu'on a vue, est-ce qu'on peut dire que nos Bleus sont véritablement lancés? Est-ce qu'on peut avoir confiance encore en ces Bleus? Et on va avoir Nicolas Villas, notamment
également sur le plateau des Tontons du Mondial, journaliste connu, et qui va nous parler notamment du Portugal, qui a fait un partout contre le Congo. Et la question se pose, est-ce que Cristiano Ronaldo est un caillou dans la chaussure du Portugal ? Ah oui, c'est une vraie question. Vous voulez débattre avec eux, en tout cas donner votre avis, 0826 300 300. Merci beaucoup. D'ores et déjà, bien entendu, commencer à commenter sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, les amis, c'est le coup de gueule de Philippe David. Écoutez bien ce coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. Pourquoi le 12e arrondissement de Paris ? Parce que le maire de cet arrondissement a tenu des propos sur le scandale du périscolaire que je considère comme lunaire. On écoute ceci. Ces violences ont une racine commune, le patriarcat. On ne protège pas les victimes en cherchant des boucs émissaires. On protège avec des institutions fortes et avec des agents publics qui sont mis en mesure de le faire. La voix que vous venez d'entendre est celle de Lucie Castet. Lucie Castet, à qui il a juste manqué un X en fin de patronyme pour finir à Matignon. Détail orthographique qui nous a probablement évité des énormités de l'acabit que vous venez d'entendre au plus haut niveau de l'État. Alors non, madame, les salopards qui tripotent des enfants en bas âge, ça n'a rien à voir avec le patriarcat, mais ça a tout à voir avec la perversion et la pédophilie. Une pédophilie que vos amis politiques vantaient dans les colonnes de Libération ou du Monde il y a une 50aine d'années. Rien à voir avec le patriarcat, car selon la définition du Larousse, il y a ce qui s'appelle la dignité du patriarche. Dans cette dignité qui incombe à l'homme se trouve la protection de sa femme et de ses enfants. Si la France était une société si patriarcale que ça, on compterait le nombre d'éducateurs, avec des guillemets bien évidemment, vu leur manière d'éduquer les enfants, qui auraient tâté de la tarte aux phalanges des patriarches venus riposter à ce qu'ont subi leurs enfants. Pour ce qui est des fonctionnaires qualifiés de boucs émissaires, des institutions fortes et des agents publics qui sont en mesure de le faire, cela prêterait à rire si ce n'était pas si tragique, surtout quand on relit les propos tenus par un des prévenus condamnés à 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet, prévenu qui reconnaissait au tribunal, je cite, des gestes mal placés par manque de formation. On croit rêver en pensant qu'il faudrait une formation pour ne pas mettre la main dans la culotte des enfants. On imagine la réaction des féministes, dont Lucie Castet se réclame dans la même vidéo, si un salarié viré pour une main aux fesses à une collègue expliquait tranquillement pendant son entretien préalable de licenciement que dans sa formation, on ne lui avait pas stipulé que les mains aux fesses n'étaient pas tolérées. À ce niveau de mauvaise foi pour expliquer l'inexplicable, on ne sait même plus quoi dire. C'est à la limite de l'art. Allez-y. Vous avez une bouche bée, bravo. Au moins une. Je suis féministe radicale, et ce que dit Lucie Castex, c'est une claque pour nous, toutes les femmes, les enfants, parce qu'elle en fait un jeu politique alors qu'il n'y a rien de drôle. Ce qu'il y a de bien avec le patriarcat, c'est que c'est facile, parce que le patriarcat, c'est personne. C'est comme le capitalisme qui est personne, la pauvreté qui est personne, le manque de formation, tout ça, c'est personne. Or, les gens qui commettent des actes sont des personnes. Donc, ce n'est pas le patriarcat, c'est une personne. Quand on entend dire qu'ils sont boucs émissaires parce qu'il n'y a pas de moyens ou de formation, je ne crois pas qu'on viole plus ses enfants parce qu'on est pauvre. Je ne crois pas qu'on viole plus ses enfants parce qu'on n'a pas fait d'études. Il y a un mépris social à penser que les agresseurs seraient forcément pauvres ou moins diplômés ou je ne sais quoi. Ça arrive dans tous les milieux, et je lui répondrai qu'il y a un juge dernièrement qui a mis sa fille à échanger et à violer sur des forums. Il a été condamné à du sursis, pas de prison ferme, il a gardé le droit de garde. Pourtant, cette personne avait des revenus, elle était formée, elle était fonctionnaire. Donc, ce que dit Lucie Castex, c'est une honte. C'est pas le patriarcat pour le coup qui est là. C'est clairement des hommes qui doivent être condamnés définitivement, très sincèrement. Et il faut cramer tout ce système général, puisque depuis 68, où on avait parlé de la pédophilie, etc., on a une complaisance en France pour ce genre d'atteinte qui est scandaleuse. Il y a une complaisance idéologique d'un certain côté de l'échiquier politique depuis 50 ans. Bien sûr. Rappelez-vous la signature, Jack Lang, Kouchner, je ne vais citer personne, mais ce que je dis, c'est que il y a une forme de complaisance. On essaye quelque part de venir tenter d'expliquer, comme disait Nicolas Sarkozy, l'inexplicable, et on finit par quelque part excuser, en tout cas dans le texte, l'inexcusable. On est dans l'immonde. On est encore une fois, c'est la faute du patriarcat, c'est la faute du racisme systémique, c'est de la faute de l'apartheid institutionnel, c'est de la faute de ces villes technocrates de droite quelque part qui ne donnent pas les moyens
Combien de milliards ici, à droite, à gauche. Et puis, il y a aussi un biais derrière tout ça. C'est que moi, je l'ai entendu chez LFI. C'est que vous avez une partie de la population qui dit c'est bizarre, les violeurs, et notamment les incestueux, sont blancs, sont catholiques. Voilà, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils pensent. Éric Revel, il reste pas très longtemps. Moi, je laisse Madame Castet à l'anonymat qu'elle aurait jamais dû quitter. Vous voyez, en commentant de tels propos, j'ai fait de la publicité, comme quand je commente Sandrine Rousseau, le maire de Saint-Denis, etc. Donc, j'en dirai pas plus. Ou alors, pour citer Nicolas Sarkozy, je dirais quelle indignité. Et je rends à César ce qui est à César. Castet avec un X m'a été soufflé en riant par Cécile de Vénibus. Excellent. C'est drôle. Parce que comme c'était moi, ça l'était pas, c'est ça. Je préfère rire de Cécile, de ce que dit Cécile. Voilà. Il lui manquait plus que le X pour être Premier ministre. En parlant de ministre, dans un instant, nous allons nommer un ministre. Ça tombe bien puisque ce sera le ministre de l'Enfance. Comme vous voyez, comme quoi. Ça, c'est mon poste, normalement, le ministre de l'Enfance. Et vous verrez si notre ministre, en tout cas, aura grâce à vos yeux. Et juste après, le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Qui 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça va Philippe David? Ça va très bien, j'ai râlé. Moi quand j'ai râlé, ça va bien après. Oui, d'ailleurs à retrouver bien entendu en podcast sur sudradio.fr. Il fonctionne bien vos coups de gueule? C'est plutôt pas mal, oui. Mais il était très très bien senti. C'est pas parce qu'il parle fort qu'il dit des vérités. Non, c'est bien écrit, c'est bien senti. Après, il a un peu de talent. Je trouve que Sébastien Ménard est d'un fielleux à mon endroit aujourd'hui. C'est suffisamment étayé pour pouvoir être pour ou contre. C'est ça qui est intéressant. Il est très fort. Mais ceci dit, il a été en apprentissage pendant 25 ans et je sais comment. En 25 ans, oui, mais ce coup de gueule était un véritable casse-tête. On a perdu Maxime. J'ai même plus envie de les envoyer. Vous nous faites un peu de tapis sonore là de temps en temps là. Bon, allez. Moi. Parce que vous l'avez demandé. On ne change pas une équipe qui gagne, les amis. Et si on nommait un autre ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et cette fois-ci, c'est un ministre de l'Enfance, comme quoi, on en parlait il y a quelques instants. Frédéric est avec nous de Florence. Bonsoir Frédéric, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Salut tout le monde et surtout vos auditeurs. Eh ben, très bien. Il n'y a que Bérangère qui s'est fait piquer sa place, qui n'est pas contente. Attendez, on va voir si il peut rivaliser avec les idées en tout cas vous serez secrétaire d'État pour l'instant, hein, Bérangère. Monsieur le ministre, on vous écoute avec vos 3 propositions. Écoutez, je vous remercie. Si vous voulez, moi, ce ministère, pour moi, c'est un ministère qui doit d'abord susciter l'idée de la famille. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de famille-patrie, mais quand même, il y a quelque chose là qu'on a perdu, avec d'abord une éducation intrafamiliale sur laquelle on pourrait aider toutes ces familles à soutenir, à accompagner, surtout les familles monoparentales, dont on sait l'isolement, dont on sait aussi qu'une fois de plus, c'est à charge des mères le plus souvent, ces familles monoparentales. Et une fois de plus, donc une charge de plus pour les femmes. Ensuite, l'éducation, c'est ce qui doit être transmis. Je ne parle pas de l'éducation nationale, je ne parle pas de l'instruction, je parle de l'éducation. Et là, effectivement, il y a quelque chose à faire d'une manière élémentaire. Il y a sans doute un accompagnement autour. Alors, c'est à définir en termes de moyens, mais en tous les cas, c'est complètement fou qu'il n'y ait plus de politesse élémentaire, de savoir-vivre, de respect de la hiérarchie familiale. Le rôle inclusif et la place de l'enfant dans la structure familiale même est complètement perdu. La place de l'aîné, le cadet, comment ça fonctionne, la participation aux tâches collectives, est-ce que ça existe encore? Et puis enfin, et surtout, puisque j'ai été ministre avant de la culture, j'aimerais favoriser l'accès au plus grand nombre de ces enfants aux choses de l'art, simplement pour leur donner une fenêtre un peu élargie sur le monde et surtout nourrir leurs rêves, parce que c'est quand même la société de demain, tous ces gamins. Et moi, je suis paniqué et je vous cache pas qu'à l'étape suivante, quand je vois le statut des étudiants en France, ça me paraît quand même terriblement lamentable. Donc, il y a du boulot. Bon,
Allez, Éric Revel ou Bérangère, je vous laisse la parole tout de suite. Ah bah moi, là, bravo. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît, pour savoir... Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pardon. Je suis un très vieux, moi. Je suis un très vieux, moi. Parce que ce que vous dites correspond tout à fait à ce que je pense. Et moi qui suis dedans, j'ai des enfants qui ont entre 21 ans et 5 ans. Et d'ailleurs, je dis bonjour à Pia, qui m'a fait promettre de lui dire, parce qu'elle a pleuré quand je suis partie à Paris tout à l'heure, ma petite dernière. Voilà. La famille, aujourd'hui, dire qu'on a une famille, ça paraît... On voit plus de famille. On voit plus de famille, on va dire, partout. Dans les médias, on vous dit de pas mettre la photo de vos enfants, etc. Il y a des restaurants qui veulent pas de famille. Moi, quand je réserve avec 4 enfants, j'ai toujours peur que ce soit problématique. Les chambres d'hôtel, il y a de moins en moins de chambres familiales. Et ce que vous dites, c'est vrai, il faut que l'idée même de famille soit vue de manière positive. C'est ce que dit l'auteur psychologue Maxence Carcé dans son dernier livre. La famille doit être positive. Et bien sûr que soutenir les familles, c'est notamment les mères célibataires qui, elles, portent 2 fois la charge parentale, et ça, c'est très juste. Derrière, merci de séparer éducation et instruction. C'est ce que je dis toujours. Ouais. Les parents éduquent et l'école instruit. L'école n'a pas à me dire comment je dois éduquer mes enfants, ça ne regarde pas la maîtresse, mais je n'ai pas derrière moi à mettre en cause les compétences et le programme de la maîtresse. Et ça, moi, ça va très bien dans mon école, une maîtresse qui est adorable, mais si demain je lui dis, je vous prie de m'excuser, ma fille pourrait pas là pour telle raison, elle comprend mon choix familial et je comprends tout à fait, je lui fais 100% confiance. Oui, les enfants ne savent pas leur place, oui, les enfants ont un problème d'éducation, et ça, c'est la faute clairement de la gauche qui explique aujourd'hui que les règles d'éducation sont classistes. Donc bravo. Et enfin l'art, faire rêver la jeunesse qui désespère, oui, quand on leur dit qu'on va tous crever du réchauffement climatique et de tout, redonnons de l'espoir. Allez, et j'arrête, bravo. Ouais. Monsieur le ministre, bon, je suis désolé, moi je vais juste demander à Bérangère ce qu'elle fait les 5 prochaines années. Voilà, c'est pas pour faire... Je vais la prendre comme ministre délégué. Avec joie, je serais ravie de travailler sous vos ordres. Enfin, voilà. Pas sous vos ordres. Mais si, non, mais c'est ministre délégué. Sous ses ordres. Ce qu'on peut regretter, c'est que quand bien même nous ayons eu des profils de ministres plutôt de droite, même sous Macron, en tout cas en charge de l'éducation de nos enfants, il y en a eu, excusez-moi, Blanquer, c'était quand même quelqu'un qui tenait la route. La réalité, c'est qu'on va... Non, mais on est d'accord. On ne va jamais au bout des choses. On ne va jamais au bout des choses. Merci les amis. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Revel? Non, je disais parce que monsieur. Parce qu'on a 15 secondes après. J'ai conclu. Monsieur Ménard. Qui c'est qui l'a dit maintenant? Oui, réattribué. Bref, mais. Mec de droite. Non, mais c'est fini. On arrive. Nous sommes passés. Attendez. On arrive à censurer. Laissez-moi reprendre quand même Frédéric, parce qu'on lui a coupé la chic. Merci, monsieur le ministre. Merci infiniment, monsieur le ministre. Avec plaisir, mais apprenez-leur à ne pas parler tous ensemble. C'est ça. Et si vous saviez le nombre de fois où je leur dis. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je vous demande de vous arrêter maintenant. Balladur. Qui c'est qui l'a dit? 3 points pour Éric Revel. Qui c'est qui l'a dit sur les violences sexuelles? C'est un crime de masse. 500 000. Il l'a dit le plus vite. Non. Alors non, là. Magnéto. On a tous le point là. Ah non, faut pas déconner. Faut pas déconner. Magnéto. Qu'est-ce que le ministre vient de dire? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Mais non, mais vous plaisantez, j'ai au moins. Excusez-moi, attendez. Déjà, il y a une excellente nouvelle. Ça veut dire que les 3 écoutent Sud Radio. Ça, c'est bien. Merci beaucoup le matin. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Maxime, c'est à vous de nous déterminer le nom du gagnant. Sébastien Ménard. Ouais, Sébastien Ménard. Voilà, c'est Sébastien Ménard. Mais quelle honte. J'ai entendu Éric Revel en premier. Évidemment. Mais on va mettre les points aux 3. Mais vous arrêtez. Non, mais c'est long, je l'ai dit en premier. En plus, c'est allez, les points aux 3. On a fait ça hier aussi. Allez, qui c'est qui l'a dit sur Donald Trump suite à l'accord avec l'Iran? C'est un menteur absolu. C'est pas loin de chez vous, Bérangère Dubu. Mais c'est où chez vous? Robert Ménard. Bonne réponse de Bérangère Dubu. Elle habite Montpellier. Vous devriez m'écouter plus souvent. Faut vous intéresser aux gens. C'est votre... Oui, mais comment je peux savoir? Vous habitez volé mon point, là. Sébastien. Normalement, c'est pour moi, Robert Ménard. Mais c'est votre grand frère. Vous avez foutu. Allez, qui c'est qui l'a dit? Je pense que le G7 est d'une certaine manière un tournant, un grand succès pour la France et pour le président de la République. Non, pas du tout. Le Cornu. Non. Il fut ministre de plusieurs ministères. Régalien. Bruno Le Maire? Non. Darmanin? Non. Il n'est plus ministre. Dupond-Moretti? Non. Régalien. Pourquoi? Si, il est Le Drian. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Jean-Yves Le Drian. Qui c'est qui l'a dit? Non mais Bali Bagaille.
Il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. On continue. Qui Maxime, c'est y a rien. qui l'a dit? Voilà. Bali Bagayoko a fait de la provocation anti-républicaine une forme de spécialité. Ah, je l'ai lu. C'est un candidat à la présidentielle. Non. Non. Fabien Roussel? Non. Tondelier? Non. Non. Attention. François Hollande? Non. Attention, je vais vous donner un. Édouard Philippe? Bonne réponse d'Éric Revel. Je fais comme Ménard, la méthode Ménard, j'ai dit tous. Qui c'est qui l'a dit? Il y a un vrai danger de condamner la justice. Quoi à la place? La vengeance? Point d'interrogation. Il ne faut pas de réflexion démagogique. Un ancien ministre. Dupond-Moretti. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Bah forcément, je l'ai dit avant. Qui c'est qui l'a dit? Le principe, c'est de le mettre au bon moment. Moi, mon objectif, c'est de rapprocher le net du brut. D'abord, la priorité, c'est de faire des économies pour alléger la facture du modèle social, pour baisser les charges sur ceux qui travaillent, non pas l'ISNAR. Non. Je vous donne un indice. Abaya. Attal. Bonne réponse. Là, il est plus rapide. Mais non, elle va vous dire qu'elle était à vous. Non, Écoutez, Je crois que c'est Sébastien Ménard quand même. Écoutez, mais c'est un scandale ce truc. Non, c'est Bon, Éric je me Revel. fais léser pour pas dire. C'est Éric Ça se termine en heure, mais ça commence Moi, pas je vais par mettre elle. la police anticorruption sur Maxime. Est-ce qu'on peut couper le micro d'Éric Revel? Bah oui, ça vous arrangerait évidemment. Mais non. Allez, la dernière. Oui, allez-vous, Cécile. On y va. Sur le budget 2027, je suis inquiet. Laurent Berger. Non, quelqu'un qui est concerné. Sur le budget 2027, Sébastien Lecornu. je suis. Non. Non, le ministre de l'économie. C'est le genre. Bonne réponse, Roland Lescure. Idiot. Ça y est, Donc, donnez on est les bon. scores, s'il On vous est bon plaît. là? Bah oui, 4 points pour Éric Revel, 3 points pour Sébastien Ménard et 2 points pour Bérangère. Je ne sais pas combien Maxime a de points. Ou à qui il les a donnés. Il a tous les points de J'ai l'impression que certains vieux travers sont revenus. Je m'inquiète devant le patriarcat qui m'a empêché de parler. C'est pas vrai, Bérangère. On a été tellement agréable avec vous. Mais alors, il n'y avait pas un seul truc sur Fabien Roussel, qui était un très bon invité de Sud Radio cette semaine, au micro de France. C'est hier, alors, ou hier. Vous Non mais seriez pu. Éric Revel, on fait du jour le jour. Oui. On prend pas des trucs d'il y a 3 semaines. On va pas mettre Pompidou pour la campagne de 69, excusez-moi. Non. Bon, on va y aller quand même, les amis. Dans un instant, on va revenir sur sur le Parlement européen qui vient de franchir donc cette étape, la possibilité de créer des hubs de retour hors de l'Union européenne pour accueillir des migrants. Avec cette question du soir, des centres de rétention pour migrants hors de l'UE. Est-ce que ça vous choque? Eh bien, vous dites non à 89%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on fait une petite pause et ce sera dans quelques instants. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Comment allez-vous, Sylvie? J'allais dire Sylvie, j'allais vous appeler Sylvie, je ne sais pas pourquoi. Philippe David. Ça va très bien. Bah oui, mais ça vous irait bien, Sylvie, tiens. Oui, il faudrait que j'ai un peu plus de cheveux. Peut-être, c'est vrai que vu comme ça. Les amis, à partir de 19h, Philippe David et François-Louis Bourne et Clément Barguin ce soir pour cette émission avec des sujets sur la table encore aujourd'hui. Oui, les référendums. Est-ce que vous en voudriez plus, puisque hier, le Conseil constitutionnel a dit pas question de faire un référendum sur la fin de vie. La dernière fois qu'on a voté par référendum, c'était il y a 21 ans. Est-ce que vous voudriez des référendums sur la fin de vie ou sur d'autres sujets? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. On va parler de l'excuse de minorité quand on voit ce qui est arrivé à cette femme de 86 ans tuée à coups de perceuse par un gamin de 15 ans. Est-ce que l'excuse de minorité doit sauter dans les cas de crime? Oui ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et bien sûr, la canicule. Comment faites-vous pour vous protéger? On attend vos témoignages. Et la question du soir, le Parlement européen veut durcir sa politique migratoire avec cette question du soir des centres de rétention pour migrants hors de l'UE. Est-ce que ça vous choque? Eh bien, ça ne vous choque pas du tout puisque vous dites non à 89%. Vous avez Cathy qui dit rétention dans leur pays, ce ne sont pas nos affaires. Et on a par exemple, il était temps que ce soit acté. Ça, c'est Emma qui l'écrit. Soyez les bienvenus. Tout de suite, c'est la question du soir. La reconduite aux frontières des personnes en situation irrégulière. Le Parlement européen doit se prononcer sur un texte censé durcir la politique migratoire des 27. Une adoption qui ouvrirait la voie à la création de hubs de retour dans les pays tiers situés hors de l'UE. Il s'agit de gens déboutés du droit d'asile ou bien auxquels un titre de séjour a été refusé. Ces gens-là, pour le coup, ils ne sont pas éligibles à un séjour légal en Europe. Ils doivent donc repartir. Ceux qui critiquent ce règlement
en réalité, ne veulent pas lutter contre l'immigration illégale. Les vraies voix Sud Radio. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est François-Xavier Bellamy, eurodéputé, qui sera l'invité de Sud Radio demain à 8h15. Éric Revel. Yes. Éric Revel, cette mesure que propose le Parlement européen de durcir justement cette politique migratoire, beaucoup l'attendaient. Enfin, elle peut effectivement être mise en place. Oui, c'est évidemment une bonne chose. Il faut réduire les flux migratoires d'urgence dans la plupart des pays européens. Alors, certains pays arrivent à s'en protéger plus que d'autres. Moi, je serais même pour remettre en cause l'espace Schengen tel qu'il fonctionne aujourd'hui, parce que en fait, une fois que vous êtes rentré dans l'espace Schengen, vous allez où vous voulez, dans n'importe quel pays. Et moi, le pays qui m'inspire toujours en matière d'immigration, c'est le Canada, avec la mise en place de quotas qualifiés de travailleurs suivant les besoins des secteurs économiques. Point final. Alors, l'immigration zéro n'existe pas, on le sait. Mais entre ça, si vous voulez, et l'espèce de laisser-venir permanent de gens qui, la plupart du temps, ne partagent ni nos cultures, ni nos valeurs, crée tous les sujets que l'on voit aujourd'hui et fait le miel électoral de l'extrême gauche. Donc tout ça me contrarie beaucoup. Et l'extrême droite ? Pardon ? C'est à moi ? Oui, bien sûr. Vous avez commencé à parler, je vous laisse parler. Oui, dites une connerie, allez-y, continuez. Non, mais vous avez dit une bêtise, donc je la corrige. Je dis que ça fait évidemment le miel de l'extrême gauche et de l'extrême droite. La problématique... Et vous êtes dans quel camp, alors ? Moi, je suis toujours au milieu. Vous êtes pour une immigration à flux tendu ? Mais absolument pas. On ferme le robinet un peu, on continue à l'ouvrir. Tout à l'heure, si vous étiez concentré... vous êtes d'extrême droite, monsieur Ménard. Vous êtes d'extrême droite, si vous étiez concentré et pas sur votre téléphone mobile pendant les émissions, vous auriez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure quand Madame de Minibus m'a posé la question. Je lui ai dit que j'étais, je vais peut-être étonner et peut-être contrarier un certain nombre de mes camarades de jeu centristes, je suis pour cette mesure. Néanmoins, cette mesure, évidemment, de créer des entités extra-communautaires pour, quelque part, recevoir, accueillir, et puis, j'aime pas ce mot de tri, mais enfin, c'est un peu à ça que ça va ressembler. Mais vous avez raison, il y a aussi une dimension qui consiste déjà à s'occuper aussi de toutes celles et de tous ceux qui sont je dirais rentrer en Europe, et je connais un peu mieux la France que le reste de l'Europe, mais vous avez des gens à intégrer. Vous avez une immigration clandestine qui bosse vraiment. On l'a dit plusieurs fois sur notre antenne, ça nettoie nos moquettes, ça c'est dans les cuisines de nos restaurants, ce sont sur nos chantiers partout en France. Donc il faut évidemment, si on décide d'être dur, parce que c'est dur la position européenne qui consiste à dire on va finalement désormais choisir qui rentre, qui ne rentre pas, et surtout qui sort, voilà, et ça va se gérer à l'extérieur de l'Europe pour ne prendre aucun risque. Moi, j'accueille ça comme une mesure de bon sens, pas une bonne nouvelle, une mesure de bon sens, mais ça doit aussi se traduire par un accompagnement de celles et ceux qui sont déjà là. Voilà, parce que celles et ceux qui sont déjà là, on va pas se la raconter, on va pas mentir à nos auditeurs. Vous allez pas les mettre dans des bus ou dans des charters, et ils vont pas rentrer chez eux. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. En fait, soit il y a une loi, soit il y en a pas. Donc soit on autorise toute personne à venir, mais si effectivement l'immigration doit respecter des lois, on doit la faire appliquer, c'est la meilleure solution. En Australie, en 2012, il y avait 200 000 immigrés clandestins par an qui rentraient. Et ils ont mis des centres, de rétention à l'extérieur de l'Australie, et ils ont dit qu'une personne qui arrivait une fois sur le territoire sans autorisation ne pourrait jamais avoir de papier. Résultat, chute en 2013 de 90%, et aujourd'hui on est proche de zéro. Alors bien sûr qu'il y a des clandestins qui viennent, mais il n'y a plus de statistiques tellement il y en a peu. Ça fonctionne et ça marche. Aujourd'hui, c'est un appel d'air, et là où je suis pas d'accord avec Sébastien Ménard, c'est que Paris n'est pas la France, ce que je dis toujours. Non, il n'y a pas partout des clandestins. Moi, il n'y en a pas dans mes villages, il n'y en a pas en bord de contrat-truc. Il n'y a pas des clandestins partout. Être clandestin, c'est illégal. Mais ouvrez les yeux, il y en a partout. Travailler de manière illégale, ça alimente les trafics. Donc les gens qui n'ont pas de papier, pour moi, n'ont rien à faire en France. Donc oui, on fait les demandes à l'extérieur. Si on rentre de manière illégale sur un territoire, sauf exception très rare, on ne peut être régularisé. Ça me paraît l'évidence. Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, ces centres, c'est une bonne chose. Mais il y en a une autre, c'est les frontières. Parce que les frontières européennes sont des passoires. Tout le monde le sait. Par le sud, on rentre par l'Espagne un peu comme on veut, on rentre par l'Italie un peu comme on veut, on rentre par la Grèce un peu comme on veut, et je parle même pas des Balkans. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable de remettre des frontières en place ? Alors, certains l'ont fait au port de l'Europe. Vous avez mes camarades hongrois, puisque ma belle famille est hongroise, il y a une frontière entre la Serbie et l'Hongrie. Je sais, mais ils ont très bien fait.
parce qu'ils ont défendu leurs frontières, ils ont défendu leur pays. Mais le souci, c'est notamment chez certains de vos amis politiques, je pense à Nathalie Loiseau, qui est une... non, là c'est pas ma copine, vous allez me vexer, on va mal terminer l'émission. Excusez-moi, vous dites ça parce que l'oiseau n'est pas un aigle. ça, vous avez raison, chez les macronistes, il y en a un paquet comme ça. Maxime Oui, non, ceux que j'appelle les Eurobéas, qui disent mais l'Europe c'est un espace incontournable, on doit tout accepter, le libre-échange, le sans-frontiérisme, l'immigration libre, la circulation des hommes, des capitaux, des services, des biens, de tout ça. Tant qu'on ne remettra pas des frontières, on sera à côté de la plaque. C'est un tout. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet à trouver sur le fait de casser un peu le modèle des passeurs aussi, parce que sans passeurs, moins mais là où Philippe David a raison, c'est que aujourd'hui il y a des passeurs parce que c'est une passoire. Voilà. Non mais là il a raison. Il dit beaucoup de bêtises, mais là pour le coup il dit. Mais ça n'empêche pas de faire les choses. Ça n'empêche pas de faire les choses en même temps. Pardon, parce que Monsieur Revel me coupe la parole. C'est très compliqué. J'essaie de. Je dis que ça n'empêche pas de mettre en place des modèles, que ce soit en tout cas des frontières, ou alors effectivement aller voir chez les passeurs. On va pas faire l'un ou l'autre. On peut les faire les deux en même temps. Il faut quelque part mettre ces espèces de hubs pour accueillir, contrôler, discuter, etc. Mais il faut qu'autour de l'Europe, il faut quelque part. Et je sais qu'honnêtement, moi qui suis allé. J'ai une partie de ma belle famille qui est hongroise et je vais raconter ma vie, une autre partie qui est serbe, et souvent ce sont voilà, c'est très commun là-bas. Passer la frontière entre la Hongrie et la Serbie, ça fait quelque chose. Mais en même temps, les enjeux auxquels on doit faire face, qui sont déjà là, les enjeux, on en parle souvent sur cette antenne, nous obligent et mériteraient qu'on remette ces frontières. Vous avez raison, Philippe David. Voilà. Mais dans le cas où les pays ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, qu'est-ce qu'on en fait ? On les laisse dans les centres de rétention, ils ne sont pas chez nous. Non, alors ça c'est vous qui défendez l'état de droit et la liberté, ça c'est juste pas possible. Non, après vous avez d'autres possibilités. Vous avez on peut les garder en centre de rétention administrative, bien sûr. Vous pouvez pas garder les gens ad vitam aeternam. 210 jours. Attendez, excusez-moi, mais quelqu'un qui a violé, qui a tué, comme pour Philippine, le mettre 210 jours, qu'est-ce qu'on fait ? Non mais c'est aujourd'hui, il y a nécessairement des pays extra-communautaires à l'extérieur de l'Europe, peut-être même sur d'autres continents, etc., qui sont prêts moyennant finance à quelque part accueillir temporairement ou durablement celles et ceux qu'on ne peut pas garder plus au-delà de 210 jours sur des centres de rétention et qu'on ne va pas pouvoir embastiller. Ça serait un comble, les faire rentrer dans nos pays pour les mettre dans nos prisons déjà surpeuplées. Voilà, mais en fait il faut parler de ça avec énormément de courage, énormément de bon sens. Vous voyez, donc effectivement, c'est ce qui est annoncé là. Moi, je dis pas c'est une bonne nouvelle. C'est pas ce qu'ont fait les Britanniques avec le Rwanda. Bien sûr. Ça n'a pas très bien fonctionné quand même. Mais c'est pas parce que ça n'a pas bien fonctionné en l'espèce que ça ne peut pas fonctionner avec d'autres ou ailleurs. Je suis désolé. Non, mais cette Europe de Bruxelles est immigrationniste, parce que au-delà de cette mesure dont on parle là, des centres de rétention à l'extérieur de l'Europe, il y en a quand même une autre sur laquelle on pourrait s'interroger aussi. C'est que quand chaque pays va devoir se répartir des quotas de migrants, si vous les refusez, vous paierez 20 000 euros d'amende. C'est ça, migrant. Par migrant, vous voyez. Donc là, on débat d'un sujet qui peut nous dire, tiens, Bruxelles va dans le bon sens, mais là, le reste, c'est quand même ça. On a signé un pacte asile-migration avec Bruxelles qui a été discuté pendant 15 ans, 10 ans, 12 ans, j'en sais rien, pour quand même se voir assujettir des amendes si vous refusez sur le sol national, en France ou ailleurs, chez les 27. C'est bien que c'est un non-sens. Donc, si vous voulez, les centres de rétention à l'extérieur, oui, et puis les autres, il faudra payer pour ne pas les accepter. Vous savez, moi je pense une chose, et c'est malheureusement l'émission sera terminée quand vous allez en parler. Faites bien de penser une chose par une chose, c'est bien. Je ne peux pas faire beaucoup plus vite. Ce qui est intéressant, ça serait de faire trancher pays par pays ces questions par référendum. Voilà. Et je pense que tout le monde serait d'accord. On est d'accord, Ménard, on est d'accord. Les amis, dans un instant, la petite phrase du jour. Aurore Berger, ministre française, déléguée surtout chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, était l'invité ce matin de Jean-François Aquili sur Sud Radio. On commentera sa petite phrase dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est le dernier les dernières petites 5 minutes avec Bérangère Dubu, avec Sébastien Ménard, Éric Revel et Philippe David, bien entendu, avec la petite phrase du jour. Aurore Berger était l'invité ce matin de Jean-François Aquili, délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. On écoute. Les
vraies voix Sud Radio. Vous avez l'impression que la France insoumise privatise la lutte contre le racisme aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une tentative, mais je pense que personne n'est dupe d'ailleurs de la tentative d'instrumentalisation politique. Et je pense, et j'espère surtout, que la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme, parce que les deux sont indissociables, eh bien évidemment c'est d'abord un combat de la République. Ça veut dire que c'est un combat de tous les Français. C'est un combat qui n'appartient à personne parce qu'il appartient à tout le monde. Il appartient à tous les partis politiques de le porter. Il appartient à toutes les forces politiques de le porter. Il appartient à tous les Français de s'en emparer. Ce n'est pas la propriété privée de LFI. Ah non, certainement pas. Bérangère, Éric Revel. Je suis tout à fait d'accord avec Aurore Berger. Je crois que ça m'était jamais arrivé. Ah bon ? Mais je crois. Vous voyez, tout arrive. Mais comme quoi tout arrive. Même si vous lui demandez l'heure. Et c'est ça. Mais il n'y a rien de plus raciste que de penser qu'une personne, en fonction de son origine, sa couleur de peau, pratique telle religion, aurait telle accointance politique, aurait telle habitude. Et c'est ce que fait exactement la France insoumise. On voit régulièrement des gens être tout le temps ramenés à leur couleur de peau quand on va insulter Rachel Kahn, quand on va insulter, je sais plus qui, c'est une représentante de la police qui avait été traitée d'arabe de service par quelqu'un d'extrême gauche. Linda Kebab. Linda Kebab, merci. Donc aujourd'hui, on a des gens d'extrême gauche qui vont te traiter de nègre de maison, d'arabe de service, des propos qui sont d'un racisme inacceptable parce que des personnes devraient penser différemment en fonction de leur couleur de peau. Oui, le racisme nous concerne tous et je pense que l'espèce de mainmise que fait dessus la France insoumise en instrumentalisant des situations qui n'ont rien de raciste, effectivement, est un danger pour la République. Et on l'a vu avec le Maroc. Quand le Maroc veut réguler l'islam et l'extrémisme, ce n'est pas raciste, c'est une obligation. Donc aujourd'hui, on mélange un petit peu tout et c'est dommage effectivement qu'on leur laisse, mais comme pour les violences faites aux femmes, c'est dommage qu'on laisse à l'extrême gauche le monopole sur ces sujets alors qu'ils sont pas les plus, ils sont autant la source de problèmes que ce qu'ils en sont la solution. Éric, vous... Bah oui, ça s'appelle l'assignation identitaire. C'est ce que vous me faites, monsieur Revel. Dont use et abuse l'extrême gauche. Effectivement, vous avez raison, Bérangère. Quelqu'un qui est noir ne peut pas voter à droite pour l'extrême gauche. Quelqu'un qui est comme ceci ou comme cela. Donc, bon, c'est un calcul quand même politique et d'un cynisme absolu et d'un racisme, oui, qu'on peut mettre en avant, mais c'est une stratégie qui est en train de porter quand même Jean-Luc Mélenchon. Il faut pas l'oublier. Il est au coude à coude avec Édouard Philippe dans certains sondages. Donc, bah oui, le danger, il est là, et la relance de l'antisémitisme en France vient du même côté, du même bord politique. Moi, j'ai l'habitude de dire que les vrais racistes ont changé de camp. Voilà, moi qui ai combattu pendant des années le Front National et le Rassemblement National aujourd'hui, je ne peux que constater, admettre que les vrais racistes ont changé de camp. Il y a toujours évidemment des fachos à la droite de la droite, mais il y en a moins qu'à l'extrême gauche. Voilà, ça paraît fou de dire ça, ça paraît complètement dingue de dire ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles toutes celles et tous ceux qui étaient très mal inspirés de dire aux dernières législatives, etc., qui préféraient voter LFI dans ma famille politique plutôt que de voter le Rassemblement national. Attal, par exemple. Je ne l'ai évidemment pas suivi et ça ne regarde que moi. Mais voilà, c'est là la vraie problématique. Mais en fait, c'est simplement un transfert de clientèle. C'est-à-dire que l'extrême gauche qui a eu pendant des décennies un électorat extrêmement populaire, qui était aussi et citadin, a gardé son électorat citadin, mais c'est un électorat issu aujourd'hui de Français, issu de l'immigration, très clairement. Non mais, moi je crois deux choses. Je suis d'accord avec Sébastien Ménard, ce qui prouve qu'il peut dire des choses intéressantes. Malheureusement en fin d'émission. Ça c'est le petit coup de pied de l'âne. Non, je suis entièrement d'accord et regardez bien d'où viennent... Moi, bientôt 60 ans. À l'époque, on parlait pas de race à l'école. Non. Et regardez bien aujourd'hui... Ni de religion. Aujourd'hui, regardez qui met la race à toutes les sauces. Ce sont les indigénistes, les indigènes de la République, LFI, etc. Les groupes décoloniaux, les groupes luttant contre l'islamophobie, les groupes pseudo-antiracistes, mais d'un antisémitisme qui dépasse toutes les limites. Bref, on est totalement à front renversé. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui va être un point clé lors de la prochaine présidentielle. Je vais m'extrapoler et des prochaines législatives parce que mon petit doigt me dit qu'on va se prendre 2 tours de législatives après les 2 tours de présidentielle.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Merci Bérangère Dubu, merci Eric Revel. Merci Cécile, merci Philippe. Sébastien merci Ménard. Sébastien, merci Bérangère. Dans un instant, Philippe David avec Clément Barguin. Les vraies voix font parler la France. On l'a su hier, des décisions du Conseil constitutionnel, pas de référendum sur la fin de vie, alors que nombreux étaient à demander un référendum sur ce sujet sociétal, ce sujet intime. Est-ce que vous souhaitez plus de référendum? Est-ce que le Conseil constitutionnel sort pas un peu de son rôle? L'excuse de minorité, quand on voit que le meurtrier présumé d'une octogénaire qu'il a tué à coups de perceuse à 15 ans, est-ce qu'il faut faire sauter l'excuse de minorité quand ce sont des crimes particulièrement graves? Et la canicule, que faites-vous pour vous en protéger? On attend vos appels. Je bois. Pas assez, manifestement, il est déshydraté. Au 0826 300 300. Allez, passez une très bonne soirée avec Philippe David juste après les tontons du mondial à partir de 20h. Absolument. Et on se retrouve lundi, mon cher Philippe. Lundi, parce que demain j'officierai seul, donc je vais pleurer pendant les 3 quarts de l'émission, ça va être terrible. Je penserai bien à vous. Passez une bonne soirée. Merci Maxime pour cette semaine, merci Aude, merci Quentin, merci François-Louis, merci Antonin. Passez une très belle soirée sur Sud Radio. Merci.